je m'appelle Jérôme Notichet et je suis le président d'Ethereum France. Je suis rentré complètement par hasard. J'étais à une conférence d'économie. Je faisais de la recherche en économie à l'époque et quelqu'un à côté de moi lisait le white paper de Bitcoin. Il m'a regardé et m'a dit bon, encore des Californiens qui sont en train de faire une monnaie sans banque centrale. J'ai dit ah, Californien. Bon, il s'appelle Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce que c'est ce mec? Et une monnaie sans banque centrale, ça m'a l'air très intéressant. Donc j'ai creusé et comme j'avais des cartes graphiques à l'époque, ça m'a intéressé de participer à du mining et de creuser jusqu'à tomber sur Ethereum parce que j'avais les cartes graphiques, donc ça marchait bien. Ouverture d'esprit, accueil et sympathie. En 2016, on avait commencé à construire un peu une association qui s'appelait Asset pour motiver toute la communauté française à faire des meet-up, à partager la connaissance, à commencer à apprendre à développer sur Ethereum. Et on s'est retrouvé avec pas mal de gens d'Ethereum France, enfin Asset qui est devenu Ethereum France, à DevCon à Shanghai. Et à DevCon Shanghai, on a commencé à rencontrer un peu tout l'écosystème qui participait à Ethereum. Et à l'époque, je travaillais chez Ernst & Young et j'ai rencontré Joe Lubin de Consensus qui m'a dit j'ai très envie d'ouvrir un bureau en Europe et de commencer à étendre la position de Consensus. Est-ce que ça t'intéresserait de participer à l'aventure? C'est comme ça que j'ai rejoint Consensus en 2017 et j'ai géré les activités côté B2B pour la région Europe chez Consensus pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint Ledger, auquel je travaille actuellement. Alors, Ethereum France, ça sert à mettre la communauté française d'Ethereum et de la blockchain en général sur la carte du monde. Parce que, en fait, on fait des ateliers de code, des ateliers de découverte de la blockchain, des meet-ups de présentation de différents projets à intervalles très réguliers. Bon, un peu moins avec le Covid, mais quand même. On organise aussi de la création de contenu sur des événements techniques comme des hard forks ou des hacks un peu importants. Et aussi on organise une conférence chaque année en France qui se passe en général la première semaine de mars, mais qui cette année en 2021 aura lieu mi-juillet, qui s'appelle ETHCC, ETHCC, et qui rassemble des gens de toute la communauté blockchain, pas seulement Ethereum, et arrive à rassembler tout le monde autour d'un même événement qui est assez peu cher et qui attire beaucoup de gens un peu partout dans le monde. Et le rôle d'Ethereum France là-dedans, c'est vraiment de rassembler et d'être une association loi 1901 classique qui cherche avant tout à faire la promotion de cette technologie et à mettre en valeur des gens qui s'y intéressent. Pas du tout. On ne propose pas du tout de formation au sein d'Ethereum France. En revanche, nos membres à Ethereum France en font. On a des cabinets des gens qui travaillent pour des cabinets de formation qui font ça à titre professionnel. Ethereum France ne le fait pas en fait. Ethereum France n'a pas d'activité lucrative, excepté la conférence ETHCC, qui elle est même organisée à coût zéro. Donc on essaie avant tout de faire la promotion de la technologie et par le biais de la promotion de la technologie, essayer de faire émerger un écosystème sain et durable pour l'écosystème français. Il n'y a rien à faire. En fait, on rentre sur le Slack d'Ethereum France et c'est tout. Il y a eu une carte de membre à un moment où on faisait payer, je crois, 10 € pour devenir membre de l'association. Aujourd'hui, c'est une association qui est libre d'entrée. Il suffit de toquer à la porte du Slack et de venir discuter avec nous. Il faut déjà se poser la question si on a une bonne connaissance de l'histoire de la blockchain et des prémices de la blockchain. Donc là, je pense que le meilleur point d'entrée pour la blockchain, ça reste les ouvrages d'Andreas Antonopoulos, notamment Internet of Money, qui a dû être traduit en français, je crois. Donc si vous voulez commencer par ça, qui n'est pas un ouvrage technique. Ensuite, un ouvrage de découverte de ce qu'est Ethereum et de l'histoire d'Ethereum, malheureusement est en anglais, qui s'appelle The Infinite Machine, qui a été écrite par une journaliste. Et ensuite, pour creuser Ethereum, encore une fois, Andreas Antonopoulos, cette fois-ci avec Gavin Wood, a écrit Mastering Ethereum, qui permet de vraiment rentrer dans le dur de ce qu'est la blockchain Ethereum, de comment elle fonctionne, de comment on développe dessus. Et à part ça, comme ressources gratuites, non livres, il y a énormément
de ressources disponibles en français. Ethereum France traduit tous les papiers techniques d'Ethereum, depuis le white paper, yellow paper, purple paper. Et aussi des ressources vidéo. Notre chaîne YouTube Ethereum France a énormément de talks sur Ethereum, ou des ateliers de code qui ont été filmés, et certains aussi sont en français. En fait, ça découle de comment fonctionne Ethereum. En fait, Ethereum, au sein d'un nœud Ethereum, il y a une machine virtuelle qui s'appelle la machine virtuelle Ethereum, ou EVM en anglais. Et cette machine virtuelle Ethereum, c'est celle qui exécute le code des smart contracts d'Ethereum. Donc on a une machine virtuelle qui est propre à cette blockchain, et qui dit machine virtuelle propre à cette blockchain, environnement d'exécution propre à cette blockchain, ça colle bien avec le fait d'avoir un langage de programmation dédié. Et ensuite, côté blockchain, en fait, il y a des choses qui se passent qui n'existent pas dans certains autres langages. Donc par exemple, on a besoin parfois d'appeler le hash du dernier bloc. On a besoin parfois de vérifier une signature d'une certaine adresse. On a besoin parfois de se renseigner sur qui est en train de construire le bloc, qui a appelé, quelle adresse a appelé tel smart contract, ou quel était l'état de ce smart contract à tel endroit. Donc tout ça, ce sont des primitives qu'on ne retrouve pas dans les langages classiques, et ça justifie en fait de construire un langage dédié au smart contract, et Solidity est né comme ça. Et ça a été à l'origine un langage qui se voulait facile à lire, facile à manipuler. Donc quand on commence à développer sur Solidity, on se rend compte que ça ressemble un petit peu à JavaScript dans la syntaxe. Et par la suite, on se rend compte qu'il y a plein de choses à comprendre sur le fonctionnement de la blockchain sous-jacente. Et ça permet aussi de s'y mettre de façon plus assidue. Personnellement, moi je recommande beaucoup aux gens qui veulent découvrir Ethereum d'aller faire des ateliers de code. Parce que tout d'un coup, on rentre vraiment, on ouvre le capot et on regarde comment la machine fonctionne. Et il y a d'autres langages de programmation qui sont disponibles sur Ethereum, notamment Viper, qui est maintenant très mature. Pour ceux qui veulent faire des choses beaucoup plus optimisées et beaucoup plus, entre guillemets, rigoureuses, on recommande aussi Viper comme langage de programmation. Et à terme, d'autres langages de programmation seront disponibles sur Ethereum, puisque Ethereum tend vers WebAssembly, qui est une machine virtuelle plus générique, sur laquelle on peut développer dans d'autres langages. Et d'ailleurs, à ITCC, il y a 2 ans, un développeur de Parity avait démontré qu'on pouvait compiler un smart contract écrit en Rust dans la machine virtuelle Ethereum et l'exécuter comme ça. J'explique pas trop Ethereum à ma grand-mère en fait. C'est un peu c'est un choc de génération déjà, de dire à ses grands-parents en fait, on a un moyen de faire de la monnaie sans banque centrale, on a besoin d'avoir un ordinateur mondial décentralisé que tout le monde peut appeler. Donc c'est pas une tâche facile. En général, pour expliquer Ethereum à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler et qui ne s'intéresse pas du tout à l'informatique, je lui dis simplement qu'on a mis au point une monnaie qui est programmable. Et elle a tous les aspects de la monnaie et elle a toute la résilience de la programmation. Et ça, c'est absolument génial parce qu'on peut faire des applications financières, on peut faire des applications de gouvernance, on peut faire des jeux vidéo à partir de cette innovation. En général, quand on parle de blockchain et qu'on parle d'une application sur une blockchain qui a du succès, en fait, on parle d'une application qui est sur Ethereum. Donc, pour moi, déjà, ça c'est un signal très fort que Ethereum est une blockchain qui est en train de s'imposer en termes d'utilisateurs. Maintenant, ce qui est important dans l'écosystème blockchain en général, c'est d'avoir énormément d'initiatives qui font énormément de choses différentes. Parce que chaque initiative de l'écosystème blockchain apporte sa propre innovation, apporte son propre positionnement et sa propre approche, et montre aux autres et fait grandir l'ensemble de l'écosystème les avantages et les inconvénients de ses choix. Ethereum a fait des choix très différenciants à certains moments de son histoire. Tandis que d'autres en ont fait d'autres très différenciants. Donc voir comment une blockchain, par ses choix techniques, est capable d'attirer un écosystème plus ou moins foisonnant, de développer des applications plus ou moins intéressantes. Moi, quand je prends du recul sur Ethereum, je suis toujours ébahi par l'attraction qu'a encore cette blockchain, malgré sa maturité et d'autres blockchains qui se présentent comme des challengers pour cette blockchain.
Donc ce qui moi me rassure sur le futur d'Ethereum, c'est la qualité de nos développeurs, la qualité de la communauté et leur ouverture d'esprit. On est toujours une communauté qui est accueillante pour la différence et qui est capable de rentrer dans des débats techniques sans aucune lorgnère politique. Je pense que clairement la plus grosse force d'Ethereum aujourd'hui, c'est sa communauté. C'est le nombre de gens qui savent développer dessus, qui ont touché à la blockchain Ethereum, qui ont essayé de faire quelque chose sur Ethereum et qui s'y sont plus. Et en fait, d'avoir une communauté qui est aussi grande et aussi active, ça fait vivre le code et ça renforce le code énormément et aussi tous les outils qui peuvent être construits sur Ethereum. La plus grande faiblesse d'Ethereum, à mon avis, c'est le fait que créer une clé privée, conserver une clé privée, c'est très difficile. Et cette faiblesse, elle s'applique absolument à toutes les blockchains et j'espère que Ethereum va essayer de proposer une alternative intéressante aux problèmes qu'on rencontre actuellement quand on possède et qu'on génère des clés privées et qu'on les conserve, notamment avec les social recovery des wallets, le fait qu'on puisse donner un tiers comme tiers de confiance pour son wallet. Aujourd'hui, pour moi, ce qui bloque le plus l'adoption de la blockchain, c'est ces difficultés à faire installer des wallets aux gens, à leur faire comprendre les enjeux de sécurité de ces wallets. Et cette faiblesse, aujourd'hui, elle se rencontre particulièrement dans Ethereum parce que des gens ont envie d'avoir des NFT, des gens ont envie de jouer à des jeux sur Ethereum, des gens ont envie d'avoir un token et de spéculer sur un protocole décentralisé. Mais en fait, tout d'un coup, le bloqueur, ça va être il faut installer un wallet, il faut installer tout ça, il faut conserver sa clé et tout ça. Et ça, pour moi, c'est une faiblesse en général de l'écosystème blockchain, mais qui se ressent d'autant plus sur Ethereum parce que cette blockchain est très attirante pour l'Equidum. En fait, moi, je vois pas vraiment de concurrents à Ethereum. Je vois que des alternatives qui proposent des choses un petit peu différentes de ce qui est fait sur Ethereum. Et je n'en vois pas qui ont une traction particulière. Je ne vois pas de concurrents qui ont une traction particulièrement importante par rapport à Ethereum. Donc je ne saurais pas citer un protocole par rapport à un autre là-dessus. Pour moi, une des choses qu'on doit regarder quand on regarde une blockchain, c'est combien coûtent les frais de transaction sur cette blockchain. Donc plus une blockchain est utilisée, plus la demande pour l'espace dans le bloc de cette blockchain est grand. Et donc plus il y a de demande avec une offre limitée, parce qu'un bloc ça a une taille en général qui peut varier, mais qui est quand même assez lente à bouger. Forcément les frais de transaction s'y ressentent, c'est pour ça que les frais de transaction sur Bitcoin sont si élevés, c'est pour ça que les frais de transaction sur Ethereum sont si élevés. Et je ne vois pas émerger de blockchains qui ont déjà des frais de transaction élevés. Mais après, c'est toujours, quand on regarde ces blockchains, c'est toujours impressionnant de voir comment on passe de 0 à 1. Tout d'un coup, en fait, elles font émerger un écosystème et ça y est, il y a de l'activité et ça y est, en fait, les gens acceptent de payer des sommes importantes pour faire des transactions. Et jusqu'à présent, en fait, Bitcoin et Ethereum ouvrent la voie et on ne sait pas trop qui va suivre le plus proche derrière encore. Alors aujourd'hui, Ethereum est clairement une blockchain qui n'est utilisable que par des individus qui ont beaucoup de crypto-monnaies à déplacer. C'est un fait. Aujourd'hui, une transaction sur Ethereum, ça coûte quelques dollars pour faire une transaction la plus simple qui soit. Si on cherche à interagir avec n'importe quel smart contract, on passe tout de suite dans les ordres de grandeur de 10, 15, 20, 30 dollars, voire même 100 dollars dans certains cas. Si je cherche simplement à envoyer l'équivalent de 10 dollars à ma grand-mère, je ne vais pas utiliser Ethereum, ça n'a pas de sens, je vais avoir les frais de transaction qui représentent 10, 20, 30% de la somme que je décide de déplacer. Donc en effet, Ethereum aujourd'hui est devenu victime de son succès, entre guillemets, puisque les transactions sont si chères, parce que le service rendu aussi est très important. Maintenant, ces frais de transaction sont transitoires, c'est-à-dire qu'il y a des solutions techniques qui sont déjà existantes pour coupler des transactions, agréger les transactions en une, et aussi pour communiquer facilement avec d'autres étages de blockchain, ce qu'on appelle les solutions Layer 2, qui
permettent de faire beaucoup de choses hors de la blockchain et de les clearer, enfin de les terminer, d'avoir une finalité de ces transactions ensuite dans la blockchain Ethereum. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment prêtes à partir en production. Donc on peut citer par exemple la blockchain Matic Polygon, qui a un exchange qui s'appelle QuickSwap, qui a plus de 100 millions de liquidités aujourd'hui, et qui permet de faire des échanges de façon un peu lente. C'est-à-dire que je veux simplement passer tel token dans tel token pour une petite somme. Si c'est une grosse somme, genre 10 000, 100 000, 200 000 euros, je vais clairement passer par la blockchain Ethereum directement. Je vais tout faire sur Uniswap et basta. Et si j'ai que quelques dollars à changer, je peux les déposer sur QuickSwap via le bridge de Polygon et le récupérer plus tard. Ça va prendre une transaction qui va être un peu plus lente, mais qui va me coûter beaucoup moins cher. Et donc ça, c'est des solutions qui sont là, elles existent, elles sont en train d'arriver à un degré de maturité qui leur permettra de décharger un peu la chaîne aujourd'hui, tandis que d'autres solutions sont déjà presque lancées. On sait qu'Optimism, qui est une solution de scalabilité d'Ethereum, doit arriver en production en mars, et a priori Uniswap va passer sur Optimism aussi. Donc ça rajoute en fait des étages de scalabilité sur Ethereum qui vont énormément décharger la demande en gaz aujourd'hui. Et ça, si ces solutions sont arrivées à maturité aujourd'hui, si elles ont émergé et si elles se sont renforcées aussi dans les derniers mois qu'on a connus, c'est justement parce qu'il y a cette grande demande pour de l'espace dans la blockchain. En fait, c'est le besoin de scaler qui pousse cette innovation. Et c'est pour ça que je suis très heureux de voir les frais de transaction augmenter sur Ethereum, parce que ça montre l'attraction qu'a cette blockchain, et ça pousse aussi les innovateurs et les ingénieurs à trouver des solutions de plus en plus importantes pour attirer encore plus d'utilisateurs. Ouais, la décentralisation, c'est une direction, et c'est un terme qui est très difficile à définir dans le concept, dans le cadre d'une blockchain et dans un cadre général aussi. Alors, quand on me pose la question sur la décentralisation, moi j'aime bien donner la définition suivante. Un protocole blockchain est décentralisé à partir du moment où participer à sa validation ne requiert que peu d'investissement en temps et en capital. Donc si aujourd'hui je veux participer à la validation sur EOS, j'ai besoin d'être un baker, enfin un nœud validateur d'EOS. Pour ça, il faut voter, il faut avoir du capital et compagnie. Si je veux faire ça sur Tezos, il faut que je sois un baker, donc il faut que j'achète un baker, etc. Si je veux participer à la validation sur Ethereum, il me faut 32 Ethers. Wow, ça fait quand même beaucoup, ça fait déjà une bonne somme d'argent. Si je veux participer à la validation sur Bitcoin ou sur Ethereum Proof of Work, il faut que je fasse tourner des cartes graphiques ou des miners. Dans tous ces cas, en fait, ça laisse le protocole comme étant ouvert. Ce que permet de faire la décentralisation, à la fin ce que permet de faire la décentralisation, c'est que les gens qui veulent valider, ils peuvent se prémunir contre des potentielles censures. Et ça laisse le protocole comme étant accessible à tous. Donc si n'importe qui peut se dire, je veux participer à la blockchain, je veux valider sur la blockchain, et personne ne pourra m'empêcher de faire des transactions sur la blockchain parce que je fais partie des gens qui valident. Donc ça, c'est l'utopie. C'est-à-dire, on crée un protocole dans lequel n'importe qui veut participer à la validation peut. Et s'il contribue à la validation, à ce moment-là, il n'est pas censurable. Il peut faire ce qu'il veut. S'il a envie de mettre une transaction à zéro, il met une transaction à zéro. On ne peut pas l'empêcher de faire cette transaction. Donc de créer ça, cet aspect de décentralisation du protocole, ça donne les qualités d'un bien public à une blockchain. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de poursuivre cette utopie. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui est universel et accessible à tous. Le IP 1559, c'est un changement très important dans la façon dans laquelle sont construites les transactions et les frais de transaction associés. C'est une évolution qui est très importante parce qu'elle va résoudre énormément de problèmes que connaissent aujourd'hui les utilisateurs d'Ethereum. C'est-à-dire qu'il y a une imprédictibilité des frais de transaction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements de 10 à 15% des frais de transaction d'une minute à l'autre. Et ça pose un gros problème au niveau de l'interface utilisateur parce qu'on prépare une transaction, le wallet pousse une transaction en disant voilà, monsieur l'utilisateur, voilà votre transaction, voilà les frais qui sont associés.
est-ce que vous voulez bien signer? Et entre le moment où on a fait la transaction, où on l'a poussé et que la personne a signé, tout d'un coup la transaction elle est plus aussi crédible qu'elle l'était avant en termes de frais de transaction. Grâce à l'EIP 1559, en fait, ça va permettre d'avoir une bien meilleure prédictibilité de ces frais de transaction et donc d'améliorer beaucoup l'utilisation, l'aspect d'Ethereum pour les utilisateurs. Et en plus, les conséquences que ça a à court terme sur des possibilités de scalabilité d'Ethereum, notamment en Layer 2, ça découle de façon quasiment directe, puisque les interactions entre Layer 1 et Layer 2 sont aussi très dépendantes de la prédictibilité de ces frais. Et enfin, autre chose qu'on attend autour de l'EIP 1559, c'est que les frais de transaction qui seraient au-dessus d'un certain seuil, déterminé par le bloc, sont détruits. Donc Ethereum devient une monnaie déflationniste, dont l'offre totale décroît à mesure où Ethereum est plus utilisé. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je pense que les investisseurs dans le projet Ethereum attendent beaucoup. Et enfin, côté EIP 1559, on a la chance en France d'avoir quelques Français qui sont activement impliqués dedans, notamment Barnabé Monod, qui a donné une interview à Ethereum France, que je vous invite à aller voir si vous voulez rentrer dans le détail de comment fonctionne cette EIP. Et elle est prévue pour juillet 2021, ce qui tombe à peu près à la même date que la prochaine conférence HCC. Donc on aura, je l'espère, une EIP 1559 partie, si tant est qu'on peut organiser des fêtes en juillet en France. Alors j'en étais resté à l'équivalent français, à l'équivalent français de blockchain, qui est dispositif d'enregistrement électronique partagé. Mais je ne sais pas comment on dit smart contract en français. Est-ce qu'on dit contrat autonome? C'est pas ça? Automate exécuteur de clause. Automate exécuteur de clause. Bon, en fait, parmi mes activités, je suis aussi professeur au CNAM, dans le master de finance. Et j'essaie de franciser les termes au mieux possible. Alors le sharding, j'avais proposé la fragmentation. Du coup, très bien, puisqu'il y a un terme officiel maintenant, les smart contracts, on fera un atelier d'automate exécuteur de clause. Je dirais qu'Impossible n'est pas français, et qu'on a plein de Français qui travaillent sur RED 2. Je pense qu'à la fois, dans le hack de la DAO, à la fois Ethereum classique et Ethereum avait raison. Chacun a choisi de suivre sa version de la vérité. Et aujourd'hui, ces deux chaînes fonctionnent chacune de leur côté, avec régulièrement des réorganisations dans la blockchain côté Ethereum classique. Et une roadmap qui se continue telle qu'elle avait été définie côté Ethereum. Mais personnellement, j'étais pour le rollback du hack de la DAO. Donc c'était pas vraiment un rollback, mais une correction de l'état du contrat. Et j'ai voté avec mes mineurs à l'époque pour. Et je l'ai dit publiquement d'ailleurs, je répète. Je suis très content qu'on ait rollback le hack. Mais par contre, j'étais plutôt contre le rollback du hack de Parity. Moi j'aime beaucoup Coin Tribune, je pensais qu'ils étaient américains, c'est tellement fort. Du coup je suis très content d'avoir une interview avec eux aujourd'hui.